21h45 à Paris, même heure à Kinshasa. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la foule venue accueillir Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe à Kinshasa. Les deux candidats à la présidentielle de décembre prochain sont de retour en République démocratique du Congo pour faire campagne. Ils avaient tous deux retiré leur soutien au candidat commun de l'opposition, Martin Fayulu. On fera le point dans un instant. Il est arrivé à Tunis, Mohamed Ben Salman. Le prince héritier a fini par fouler le sol tunisien malgré les manifestations hostiles à sa venue. Des centaines de personnes ont défilé ce mardi contre sa visite, contre la guerre au Yémen et par solidarité avec le journaliste Jamal Khashoggi. Nous irons également au Malawi constater les dégâts du réchauffement climatique. Le deuxième lac du pays est asséché. La cause, l'augmentation des températures. Les conséquences sont nombreuses, notamment sur les populations qui vivent aux abords du lac. Ils étaient des milliers de Congolais à accueillir ce mardi Félix Tshisekedi de retour à Kinshasa pour faire campagne. Il était accompagné de Vital Kamerhe qui a rallié sa candidature. Les deux hommes avaient retiré leur soutien au candidat commun de l'opposition Martin Fayulu au lendemain de sa désignation. On revient sur cette journée avec Nicolas Germain sur les images de notre correspondant Thomas Nicolou. C'est le retour de deux opposants majeurs au Congo après plusieurs semaines riches en soubresauts. Ces deux hommes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, avaient signé l'accord pour soutenir le candidat unique de l'opposition, Martin Fayulu. Puis, 24 heures plus tard, ils s'étaient retirés, affirmant que leur base était contre. Désormais, Vital Kamerhe est le directeur de campagne du candidat Félix Tshisekedi. Nous avons un programme que nous allons fignoler parce que je crois que vous avez suivi nos programmes respectifs. Nous allons maintenant faire un travail de joindre ces deux programmes afin de présenter quelque chose de potable. C'était un accord sur 10 ans, 2 mandats. Nous sommes restés dans la Constitution. Et nous disons aussi que cet accord est ouvert à toutes les autres forces politiques du changement qui veulent que le Congo change. Une foule immense les attendait dans les rues de Kinshasa. Si Martin Fayulu s'oppose aux machines à voter pour la présidentielle de décembre, cela n'est pas le cas de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Et leurs partisans ont bien retenu la leçon. Avec machine ou sans machine, on va aller. Parce que la victoire, ça nous appartient, quoi. Nous sommes là pour les élections. Avec la machine ou sans machine, nous irons aux élections le 23 décembre. D'après un sondage publié avant l'accord sur la candidature Fayulu, les deux hommes de tête étaient Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Le sondage avait été réalisé par le réputé groupe d'études sur le Congo, qui ce mardi estime que dans les conditions actuelles, les élections de décembre risquent d'aggraver les conflits dans certaines régions du Congo. Les observateurs de l'Union européenne n'ont pas été invités pour ce scrutin et le fichier électoral est mis en doute par l'opposition. En fin de journée, alors que certains esprits s'échauffaient, la police a tiré quelques gaz lacrymogènes. La campagne électorale va être longue. Et c'est dans ce contexte électoral que nous recevons un membre de la société civile congolaise, Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, membre de la FIDH basé à Kisangani, dans le centre-est du pays. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors, votre réaction tout d'abord au retrait de Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe de la coalition qui soutient le candidat commun de l'opposition à Martin Fayulu. Ce retrait me paraît... Déjà, les retraits me paraissaient prévisibles puisque l'opposition n'avait pas le même agenda, n'avait pas le même enjeu. Et le choix de Martin Fayulu, nous, en tout cas, en tant que société civile, on estimait que ça ne ferait pas l'unanimité. Et que c'était normal plus tard que ça soit contesté. Mais malheureusement, sur le plan stratégique, c'est quand même un faux pas pour l'opposition. N'est-ce pas compliqué pour l'opposition d'aller à une élection aussi compliquée en rang dispersé ? Oui, dans une certaine mesure, l'opposition avait intérêt à unifier toutes ses énergies et toutes ses forces et affiner les stratégies. Mais de l'autre côté, le grand souci, comme on le dit toujours, c'est d'avoir des élections vraiment libres et démocratiques qui permettraient à celui qui peut gagner de les gagner en toute transparence, sans contestation majeure. Pensez-vous que cette élection se tiendra ? Certains en doutent encore.
Les doutes est justifié dans une certaine mesure, malgré quelques avancées en termes de préparation. Mais les doutes se résument en deux grands facteurs, à mon avis. Le premier facteur est lié aux élections, donc au processus électoral lui-même, caractérisé par ce manque de consensus sur l'utilisation de la machine à voter. Deuxièmement, cette machine n'est pas connue par les grands publics congolais. Moi, je vis dans la province rurale, donc moi-même, je n'ai pas encore vu cette machine. Je la vois à distance à la télé, mais beaucoup de gens ne sont pas verront ça pour la première fois le jour des élections. Et lorsque nous avons une population à majorité rurale, à majorité analphabète, son utilisation va poser de problèmes. L'autre côté aussi, c'est le déploiement de ce matériel. Dans tous les bureaux de vote, à quelques semaines des élections, dans les grands Congos, confrontés à des défis d'infrastructure, il n'y a pas de route, je doute fort que le matériel sera vraiment déployé. Et sans compter, il y a aussi des questions de respect du calendrier. Il est bien dit qu'une semaine après les élections du 23, la CENI doit être à mesure de proclamer ses résultats. Or, déjà, nous avons les défis que ce matériel électoral arrive dans tous les bureaux de vote, dans le coin et recoin de la RDC, à quelques semaines. Sachant bien que nous sommes dans une saison de pluie, ce n'est pas évident. Donc pour vous, ça aura lieu dans les grandes villes, mais pas dans les zones rurales. Dans certaines contrées des grandes villes, il est possible qu'on organise les élections, mais dans d'autres coins plus reculés, il n'est pas certain que ces élections aient lieu à cette date du 23 décembre. Qu'est-ce qui va arriver alors? Quelle valeur auront ces élections? Qu'est-ce qui va arriver? Elles n'auront pas de crédibilité tant que ces élections ne vont pas se dérouler le même jour sur l'ensemble du pays. Et la loi électorale est claire, elle ne permettra pas à la CENI de prolonger de quelques jours. Et ensuite, la CENI elle-même, dans le contexte où les élections ne vont pas se tenir partout, sera dans l'impossibilité donc de proclamer les résultats. Ils ne proclameront pas les résultats partiels. Il faut que les résultats de l'ensemble de tous les bureaux de vote. Donc c'est un défi très très important. Ajouter à ces défis tous les problèmes de respect des droits humains, c'est-à-dire les libertés d'expression, de manifestation, d'opinion, l'accès égal entre tous les candidats aux médias publics, ça pose des problèmes. La liberté de manifestation, je venais de dire, nous sommes en début de campagne et on voit le moyen public de l'État qui sont utilisés que par un seul candidat et non les autres candidats. Donc ils sont déjà dans une situation d'inégalité et l'appareil sécuritaire, quel jeu il va jouer, surtout que c'est l'armée dont le matériel est réquisitionné, c'est l'armée qui aura la tâche de transmettre, donc de transporter tous les matériels électoraux, de les acheminer vers les centres de dépouillement, après les conserver, tout ça dans un climat où notre armée n'est pas vraiment neutre. On doute fort que la crédibilité de ces élections et c'est les lits des contestations qui peuvent se faire. Merci beaucoup en tout cas à Dismas Kitenge d'avoir répondu à nos questions. On suivra bien évidemment ces élections en République démocratique du Congo sur France 24 et dans le Journal de l'Afrique. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. En bref, cette information sur l'état de santé du président gabonais Ali Bongo. Il devrait quitter Riyad en Arabie Saoudite ce mercredi pour Rabat au Maroc où il devrait suivre une rééducation et une convalescence. Une information livrée par son épouse Sylvia Bongo. Le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman n'est décidément pas le bienvenu en Tunisie. Les journalistes sont les premiers à s'être mobilisés contre sa venue, en solidarité avec leur confrère saoudien Jamal Khashoggi, tué dans l'enceinte du consulat de son pays à Istanbul. Pour protester, le syndicat des journalistes à Tunis a habillé la façade de son siège par une banderole où l'on pouvait lire « Ne viens pas profaner la terre tunisienne de la révolution ». Fin de citation. Pour faire le point, nous retrouvons notre correspondante à Tunis, Marilyn Dumas. Marilyn, le ton a été donné par les journalistes, mais beaucoup de Tunisiens ne semblaient pas d'accord avec cette visite à cause de la mort du journaliste saoudien, mais aussi à cause de la guerre au Yémen. Oui, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues à Tunis entre hier et aujourd'hui. Sur leurs pancartes, on pouvait lire Ben Salman, meurtrier, bourreau d'enfants, meurtrier en chef. On a vu également beaucoup de drapeaux yéménites. En fait, la guerre au Yémen et l'action de l'Arabie Saoudite étaient l'une des premières critiques des manifestants. D'ailleurs, le syndicat des journalistes à Tunis a déposé une plainte lundi contre Mohammed Ben Salman pour non-respect de la Convention de Genève relative à la protection des personnes en temps de guerre.
Les manifestants pointaient également le problème des droits des femmes et de l'état des libertés en Arabie saoudite. Et puis, dernier problème, sujet important pour les relations tuniso-saoudiennes, c'est le sort de l'ancien dictateur Ben Ali. Il est réfugié en Arabie saoudite depuis la Révolution, alors qu'il est recherché par la justice tunisienne. L'Arabie saoudite est régulièrement accusée en Tunisie de chercher à discréditer la Révolution. En cela, la visite de Mohammed Ben Salman était assez symbolique, puisque c'était la première visite de la famille, d'un membre de la famille royale en Tunisie depuis 2011. Merci beaucoup Marilyn Dumas, notre correspondante à Tunis, pour toutes ces précisions. La visite d'Idriss Déby en Israël, le président tchadien, est arrivé dimanche, a été reçu par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ce dernier a qualifié d'historique cette visite. C'est la première fois qu'un chef d'État tchadien se rend en Israël depuis 46 ans, ce qui ne plaît pas forcément au Tchad. Le dérèglement climatique a bien des conséquences. Au Malawi, c'est son lac Chilwa, dans le sud du pays, qui s'assèche. Son niveau d'eau a chuté à cause de l'augmentation des températures. Les 7000 personnes qui vivent aux abords du lac doivent chercher d'autres solutions pour gagner leur vie. Sadia Manjou. Il y a encore 4 mois, c'est bien en bateau qu'on traversait le lac Chilwa et non en vélo. Aujourd'hui, le deuxième plus grand lac du Malawi est victime de fortes sécheresses. Les pêcheurs et les transporteurs se retrouvent sans travail. Je transporte des gens de l'île de Chizi à Kashoulou, mais l'assèchement du lac a poussé mes collègues et moi-même à la faillite. Pour le moment, nous n'avons aucune source de revenus à cause de ce problème. Avant que le lac ne s'assèche, j'étais capable de gagner 6 € ou plus par jour. Maintenant, nous n'avons plus rien à faire à cause de ce qui est arrivé au lac. À cause de la sécheresse, la coopérative des femmes pêcheurs a fermé. Sur les 38 pêcheuses, 21 sont parties tenter leur chance à proximité du lac Malawi. L'assèchement du lac nous a mis dans une situation délicate. Nous avions un bon marché aux poissons. Maintenant, nous sommes inactifs parce qu'il n'y a plus de poissons. Je suis ici pour m'occuper de ces installations en espérant que le lac se remettra. En 27 ans, le lac a perdu 60% de son eau en raison du changement climatique. Les habitants qui gagnaient leur vie grâce au lac, aujourd'hui coupent des arbres et vendent du charbon de bois. Un cercle vicieux, puisque cette déforestation accélère l'évaporation du lac. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Restez avec nous dans quelques instants. La suite de Paris Direct avec Aude Le Christ.